Bonjour, aujourd'hui sur le e-learning, nous allons travailler troubles des conduites alimentaires et confinement. Que se joue-t-il? Cette vidéo est faite dans le cadre du e-learning pour les soignants et en même temps, nous en avions préparé une pour les patients qui est sur le site de l'association Autrement, de façon à les aider à mieux comprendre ce qui se passe pour eux pendant le temps de confinement. Je vous invite à l'occasion à regarder aussi cette vidéo concernant les patients, de façon à pouvoir vous mettre dans ce que nous appelons les deux positions perceptuelles. Côté patient, côté soignant, cela permet d'enrichir encore vos perspectives de soins. Donc, dans ce volet, nous allons regarder comment bien identifier les enjeux et le poids du confinement pour une aide pertinente durant le confinement et dans les suites du confinement. D'abord, il s'agit de bien comprendre. Bien sûr, en ce moment, nous parlons de confinement dans le cadre de l'approche coronavirus et cette approche des risques environnants et d'un risque sanitaire qui nous contraint tous. En même temps, nous allons élargir au-delà de ce confinement en nous demandant où sommes-nous confinés, quand sommes-nous confinés et comment nous retrouvons-nous confinés. Que se passe-t-il vraiment pour chaque personne? Étrangement, alors que nous traversons tous actuellement une contrainte de confinement, chacun le vit différemment. Bien évidemment, nous pourrions le dire, si nous avons une maison avec un grand jardin, peut-être même certains qui vivent au milieu d'un champ, le confinement sera plus aisé que dans un appartement en région urbaine. La réalité, c'est que chacun de nous va faire du confinement une réalité différente. Et ce ne sont pas forcément les gens qui auront le plus grand espace qui le vivront mieux. Dans le cas des pathologies type troubles des conduites alimentaires ou autres troubles anxieux, ou pour toutes les personnes qui ont du mal avec la contrainte, l'empêchement, la perception de manque de liberté, vous verrez, nous verrons ensemble, que le confinement peut être bien ailleurs que dans l'environnement. Il peut au fond être dans nos têtes. Il s'agit donc de cerner où est le confinement. Sommes-nous dans une prison? À l'heure actuelle, si nous sommes en prison, nous sommes tous en prison dans nos maisons, donc dans des lieux connus et reconnus. La réelle prison, où est-elle? Pour certains d'entre nous, la prison existait déjà dans nos têtes. Nous avions déjà des idées qui nous enfermaient, des peurs, des contraintes, et le confinement, ce que l'extérieur crée actuellement, recrée, réactive l'intérieur. Dans le cas des troubles de conduite alimentaire, des gens qui ont vécu des traumatismes, des contraintes à répétition, nous sommes dans cette réactivation. Le confinement, ce que l'extérieur peut induire de nouveau à l'intérieur, en tout cas pour certains, cela va réactiver et induire de nouvelles perceptions. C'est peut-être donc l'occasion d'utiliser ce nouveau vécu et de le transformer. Chacun de nous fera du confinement ce que nous allons décider plus ou moins consciemment d'en faire. Donc l'idée ici est d'aider nos patients à en faire quelque chose de bon, un renouveau. Que cet extérieur, cette fois-ci, puisse recréer un nouvel intérieur. Du concret, du factuel à l'intériorisation personnelle, effectivement, d'une situation très concrète, je suis coincée entre quatre murs ou plus, chacun de nous va recréer une réalité. C'est à nous d'aider nos patients à en faire une future réalité, un souvenir positif. Qu'auront-ils appris à travers cet épisode de vie? Qu'ils aient eu des réactivations ou qu'ils créent une nouvelle activation, l'idée est de faire entrer cela comme une zone mémoire ressourçante. À minima, si elle n'est pas positive, elle doit être vue comme un changement, une occasion de créer quelque chose de nouveau. Le confinement, donc, où est la prison? Nous revenons à nos têtes et à ce que nous avons en nous. Les réactions de stress, d'anxiété, d'insécurité que la situation actuelle peut engendrer à plus ou moins haut niveau chez chacun d'entre nous, de la peur de ne plus avoir de travail, à ne pas avoir suffisamment à manger, d'avoir trop mangé, d'avoir l'incapacité de retrouver un proche. Bref, nous pouvons avoir différentes zones de stress légitimes et des réactions de stress
non moins légitimes, mais en même temps qui ne sont pas réellement liées au présent, mais des réactivations de peurs passées. Cela va générer une recherche de contrôle chez la plupart d'entre nous, et pour certains, cela va refocaliser, recréer une focalisation supplémentaire sur le poids et ou la nourriture, et ou cela peut réengendrer une hyper ou une hypoactivation. Les réactivations de sensations de peur, de tristesse aussi et d'impuissance peuvent revenir à l'occasion de ce confinement. Dans ce cas, les patients seront soit agités, soit figés, soit plutôt hyperactifs, soit hypotoniques à dépressifs. Nous allons aussi avoir des réactions qui s'assimilent à des réactions que le patient a déjà eues dans le passé, comme des situations de blocage, de figement, dit-on en psychotraumatologie, avec le sentiment parfois, comme vous le voyez pour cette petite fille, de terreur, de honte. On est à la merci de l'autre ou d'une situation. En plus, cet autre en ce moment est externe et on ne le voit pas, on le connaît peu. Donc, ce confinement peut recréer plusieurs réactions et vous comprenez, je vais de réaction en réactivation. Dans tous les cas, il y aura des réactions physiques et psychologiques dans le présent. Pour certaines, ce sont des réactions tout à fait en lien avec le moment présent. Et pour beaucoup de gens qui étaient déjà confinés dans leur tête, c'est une réactivation. Donc, l'intensité va être encore plus forte. Alors, un regard plus objectif. Que dit le Larousse? C'est exprès que j'utilise cette façon de faire pour vous montrer que nous allons devoir aider les patients à revenir à quelque chose de très objectif. Dans le présent, quel est le souci? Et revenons pour ce qui nous concerne à la définition du Larousse. La définition du confinement, c'est s'enfermer, être enfermé dans un lieu, se confiner dans sa chambre, et nous comprenons que quand je décide moi-même de me cacher aux confins de ma chambre pour éviter que mes parents ne découvre une de mes erreurs, c'est quelque chose de positif. En tout cas, c'est un acte choisi et on est enfermé dans un lieu connu et plutôt ressourçant. D'un autre côté, le confinement, c'est aussi se limiter, se borner à une activité quelconque, unique ou restreinte. Se confiner dans ses fonctions. Ce peut aussi être une chose très positive. C'est rassurant de se restreindre à une seule chose. Le souci, c'est quand le confinement répond davantage à cette définition, c'est être enfermé dans un lieu ou être borné, être limité à quelque chose sous la contrainte. La contrainte de qui? Des autorités, des entités extérieures. Cela devient beaucoup plus désagréable d'être enfermé dans sa chambre par ses parents parce que nous avons fait une erreur et que nous sommes punis, que de s'enfermer soi-même dans sa chambre pour se protéger. Et dans le cas des activités, s'enfermer dans une seule et se réduire à une seule activité, au fond, c'est aussi s'appauvrir, c'est tourner en boucle et ce peut être aussi la définition d'un TOC, toujours répéter la même activité. Dans un cas, il y a quelque chose de positif à se confiner soi-même, se protéger. Dans l'autre cas, c'est subir, être confiné. Et là, cela devient comme une punition, comme quelque chose qui est subi. Une définition plus subjective, un regard plus subjectif, c'est que dit le patient. Le patient n'est peut-être pas aussi exact que le Larousse. En tout cas, il a ses propres définitions liées à ses propres perceptions. Vous allez donc devoir, au-delà des éléments factuels réels, du quelques mètres carrés où la personne est confinée, aller comprendre ce qui est le pire pour elle dans la situation. Au fond, au-delà d'être enfermé par une autorité, une entité externe non contrôlable à l'heure actuelle, comme tous les autres, elle va certainement vous révéler qu'au fond, elle s'enferme elle-même dans un confinement, un faux contrôle où la dictature règne. Elle est bien plus enfermée que ce qu'on est vraiment dans la réalité. Elle s'asservit elle-même en se contraignant, notamment à des repas restreints, en comptant les calories, en s'hyperagitant, ou à l'inverse, elle s'abandonne elle-même en lâchant totalement et en tentant de compenser en surconsommant par exemple ou en se laissant dériver vers une hypotonie. Il n'y a pas de meilleur cas. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de réactions excessives qui réactivent des zones du passé. La personne est hors perte de repères
par rapport à la situation actuelle. Au fond, elle n'est plus en 2020, elle est dans un décadrage temporel et contextuel. Elle rejoue d'autres scènes du passé. Entendons-nous bien, que l'on se laisse aller, soi-disant, n'est pas moins noble ni meilleur que de se créer un asservissement dictateur à soi-même. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, nous ne choisissons pas. Nous rejouons des situations du passé. Et parfois, il était plus facile de s'hyper-agiter et de courir et de s'éloigner, ou d'autres fois, il était mieux de se tapir, de se figer et de rester et d'attendre. Parfois, il était mieux de ne pas manger, parfois, il était mieux de finir rapidement son assiette, voire d'en reprendre pour pouvoir satisfaire la personne qui nous contraignait en face. Donc c'est vraiment important de ne pas avoir de jugement, je vous le rappelle, sur le comportement que va adopter la personne face à cette situation. C'est hors de son contrôle. En réalité, elle rejoue certaines séquences de son passé. Et donc, ensuite, comment allons-nous recadrer justement, recontextualiser, remettre dans la situation actuelle, dans le temps présent? Il va falloir faire revenir le patient sur la situation réelle et voir au fond où est le vrai confinement et comment vivre les deux confinements et si possible se déconfiner à double niveau. Donc nous allons revenir à la situation actuelle, nous allons recontextualiser, voir au fond où es-tu maintenant et que vis-tu concrètement et redonner une perception plus ajustée avec cette fois-ci un meilleur contrôle, et j'utilise ce mot contrôle, la réalité c'est un bon contrôle, ce serait une maîtrise, une adaptation à tout niveau, à la fois par rapport au confinement réel actuel et par rapport au confinement interne, aux pensées, aux zones où la personne était déjà confinée antérieurement. Alors, nous allons déjà recontextualiser par rapport au présent. Se confiner, s'enfermer aujourd'hui, non, il s'agit cette fois-ci d'être enfermé via une obligation extérieure et être confiné et se confiner pour se protéger. Se protéger de quelque chose d'invisible, oui. Où est le vrai problème à l'heure actuelle? Il est inconnu et nous n'avons pas la maîtrise du temps que cela va durer, de sa forme, de qui va l'attraper, et nous avons le sentiment de subir. C'est malheureusement ce que les gens qui ont déjà eu des traumatismes, des situations où l'empêchement était de mise, où les personnes étaient bloquées, contraintes. Vous pouvez imaginer toutes les situations auxquelles cela peut nous renvoyer, y compris à être figé en face d'une maîtresse qui pose une question sans savoir au fond ce qu'elle crée chez l'enfant. Donc cette fois-ci, l'idée c'est de se dire nous rejouons ce type de sensations, mais en même temps elles appartiennent au passé, parce que la réalité aujourd'hui, nous luttons contre un invisible qui est un virus, mais en même temps il ne nous met pas dans l'asservissement ressenti comme à une époque. Il va falloir donc mieux comprendre pour mieux se protéger et accepter le confinement, la situation. Donc mieux comprendre la situation présente, certes, et je crois que beaucoup l'ont comprise, mieux comprendre avec notre patient en tout cas, de quoi as-tu vraiment peur? Où es-tu? Est-ce que ta peur actuelle est vraiment en cohérence avec la situation actuelle? Comprendre de quoi on doit avoir peur pour le coup, parce que nous nous apercevons que chez beaucoup de patients souffrant de troubles des conduites alimentaires, ces patients vont avoir peur de plein d'idées qu'ils ont en tête, de scénarios qu'ils s'imaginent, ils ont des angoisses d'anticipation, ils ont peur pour les autres et en même temps, face au virus et à leur propre santé, ils n'ont pas toujours suffisamment peur. À nous donc de bien les rééduquer sur le sujet, comprendre comment gérer sa peur. Toute peur peut être dépassée, peut être canalisée, à nous de les aider avec les différentes techniques qui peuvent exister. En tout cas, je vous rappelle que gérer une peur, c'est la reconnaître, puis rassurer, réconforter, et si possible, dépasser cette peur. Se rappeler que comprendre, ça ne se dit pas que comprendre dans la tête, c'est aussi quelque chose qui va se vivre dans le corps et qui va apaiser. Comprendre, c'est le début de la protection de soi, c'est prendre conscience de soi, de la valeur de la vie, de la possibilité de perdre sa vie et qu'en même temps il y a des moyens de se protéger. Donc c'est une compréhension profonde sur laquelle vous allez éduquer votre patient. Et le confinement est une occasion. Dans
les moyens de pouvoir faire du confinement une situation propice à des changements, nous allons voir que se protéger, être confiné, c'est aussi une occasion de se ressourcer, de prendre le temps notamment de faire des choses que nous n'avions jamais faites. Bien évidemment, pour un patient, c'est aussi une occasion, peut-être rêvée côté soignant, moins côté patient, de sentir, de ressentir, donc d'être réactivé comme nous le disions. Nous allons pouvoir cette fois-ci dire au patient, tu n'es pas seul. Je suis avec toi, je vais t'accompagner, nous allons traverser cela ensemble. C'est justement ce qui a dû manquer à une époque pour que la personne puisse dépasser ses peurs et ses potentiels traumatismes. Psychoéduquer le patient et donner des permissions, c'est donc l'aider à revivre et à retraverser ce qui vient du passé, à en prendre conscience, à prendre le temps de sentir et de vérifier la différence entre avant et maintenant. Respirer, effectivement, c'est se dire, là tu peux respirer, tu as le temps, et nous allons chercher des solutions ensemble. Créer et improviser. Oui, créer, c'est trouver de nouvelles options. Et finalement, beaucoup de patients ont peur de l'imprévu. La réalité, c'est qu'improviser, c'est créer du nouveau. Cette fois-ci, cette situation nous invite à improviser. Contrairement à ce que la personne faisait usuellement de toujours reprendre le même schéma, ce confinement externe va permettre de trouver de nouvelles alternatives, y compris au confinement interne. Et le patient va réapprendre à sentir, peut-être même parfois à s'ennuyer, et relâcher un peu la tension qu'il habite usuellement, son hyperagitation, et comprendre qu'il peut s'adapter. Simplement, pour s'adapter, il faut un minimum de ressenti, un minimum de temps, prendre une respiration et d'un seul coup, le cerveau va créer de nouvelles options. Et nous l'aiderons et nous l'accompagnerons pendant ce temps. Certains ont le sentiment qu'il faut bouger absolument, parce que dans cette période, beaucoup décrivent le fait que nous pouvons grossir, nous allons manquer d'activité. Je vous rappelle que le patient TCA n'a pas besoin d'une période de confinement et de tout ce discours externe, d'ailleurs qui n'est pas lié à la crise sanitaire, qui est une crise bien pire et qui dure à travers les âges. C'est ce sentiment du coup de devoir être beau, de devoir garder la ligne qui nous poursuit depuis quelques générations maintenant. Avec une obligation de bouger? Non. Vous bougez déjà suffisamment. Donc c'est rassurer le patient et lui expliquer, notamment psychoéduquer, sur le fait que même quand il ne bouge pas, il respire, il fonctionne, sa tête tourne et il dépense déjà des calories. A contrario, pour les patients qui ont du mal à bouger, oui, c'est nécessaire de bouger, au fond, pour pouvoir garder une certaine tonicité, une vitalité. Est-ce nécessaire de manger, de stocker? Oui, de manger en tout cas suffisamment pour bien fonctionner et de stocker, je le rappelle, de stocker dans les placards. Donc vous allez faire beaucoup de recadrage. Grand mot que dire de cela que c'est de la psychoéducation et la réalité, si. Vous allez rappeler des essentiels à vos patients. Vous allez également psychoéduquer sur ce que nous appelons les croyances et les origines perdues. Qui a dit notamment que nous étions obligés de stocker autant? En temps de guerre, le sommes-nous vraiment? De manger si peu, ou de manger plus, ou de manger moins. Qui dit cela? Une obligation de bouger? Idem. Qui nous enjoint à bouger autant? Ou à ne pas bouger? Comment est venue cette idée? D'où vient-elle? Ce que nous appelons les origines perdues. Les croyances se bâtissent à certains moments de notre vie via des expériences et s'engramment dans nos têtes et des années plus tard nous continuons à y croire alors que nous savons tous aujourd'hui, malheureusement d'ailleurs, que le Père Noël n'existe pas. Que te dis-tu de toi de cette idée? C'est qu'au fur et à mesure, la personne, quand elle va réaliser que certaines de ses croyances ont une origine perdue, que cela vient de très loin, elle va pouvoir réactualiser. Que te dis-tu de toi de cette idée? C'est qu'elle est certainement obsolète et j'espère bien que le patient vous dira « je me dis de moi que je peux penser autrement ». En tout cas, vous devez l'orienter vers ça. Et si on pensait autrement, que crois-tu vraiment aujourd'hui de toi, de la situation et comment allons-nous faire?
Alors, obligation de bouger, de manger, de stocker, vous l'aurez compris, vous allez devoir aider votre patient et savoir d'où viennent ces contraintes engrangées, hormis effectivement les contingences extérieures liées à la crise actuelle et aux obligations que nous enjoignent de suivre les médias. Et si on pensait autrement, que crois-tu vraiment? Que peux-tu faire maintenant? Que veux-tu, toi, profondément? Donc, vous allez aider le patient dans ce contexte particulier où il est contraint à penser sur lui, justement à revenir sur lui, à ce que l'on appelle son cadre de référence interne. Au fond, en toi actuellement, avec tout ce que tu as appris et le fait que tu peux prendre le temps de réfléchir et de modifier tes comportements, que veux-tu faire de tes journées? Veux-tu lire, devenir un rat de bibliothèque? Veux-tu penser tranquillement, partager avec tes amis? Veux-tu créer? Veux-tu regarder les oiseaux? Veux-tu refaire le monde? En tout cas, c'est une invitation à bouger bien différemment et à consommer autrement et à redonner un autre sens à sa vie. Vous devez montrer en tant que praticien à votre patient que ce temps peut être mis largement à profit pour se nourrir, agir, bouger de plein d'autres façons qui vont l'enrichir et qu'il pourra ensuite transporter hors du confinement et faire durer un nouvel état d'être qui est en train de naître en lui à l'occasion de ce temps de confinement. Alors, récapitulons. Comprendre, recadrer, psycho-éduquer et changer les représentations et les comportements. Le patient va être invité du coup à mieux se comprendre, à pouvoir transformer avec votre aide son regard sur la situation actuelle et sur lui-même, la situation interne en lui qui durait. Psycho-éduquer, c'est montrer, expliquer, tranquillement répéter autant de fois que nécessaire et commencer à mettre en œuvre les germes de changement de ces représentations, de la perception de soi et pouvoir commencer à transformer ses comportements. Donc, vous prendrez un temps vraiment posé, calme, pour aider le patient à comprendre et vous faire comprendre ce qu'il vit. Où est-il confiné? Lui montrer qu'au fond, il était déjà confiné avant et que là, le pire des confinements n'est peut-être pas celui qu'il imaginait. Ensuite, il va retrouver à quel endroit il était confiné et vous allez pouvoir recadrer avec lui dans le temps. Certaines situations sont passées et certaines façons de penser sont dépassées. Nous allons donc pouvoir actualiser tout cela ensemble. Rappelez-vous, cette fois-ci, il n'est pas seul. Répétez-lui, je suis avec toi. Et ensuite, aider à faire varier des solutions. L'adaptation, c'est ça, c'est improviser, pouvoir recréer plusieurs alternatives face à une même situation. Faire autrement, se permettre de s'adapter plutôt que de subir et d'être dans une forme d'illusion de contrôle. Votre patient est d'autant plus âgé maintenant, il a grandi et il est riche de plein de compétences, il va pouvoir s'adapter d'autant mieux. Allez, créer ensemble et surtout, rappelez-vous, vous devez soutenir, encourager et sourire tout le long de cet accompagnement. Votre patient en a besoin pour la suite de son changement. Merci.